Chaque lundi à 17h45, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous avons rendez-vous avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, pour notre quart d'heure américain. Bonsoir Pierre-Yves, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. Ça va être le fil rouge, alors je ne sais pas, peut-être pour quelques semaines, mais c'est quand même le fil rouge qu'on a commencé à dérouler avec vous la semaine dernière. La grève peut-être historique dans le secteur automobile contre les trois grands de Détroit menée par le syndicat du secteur UAW et son nouveau directeur. J'ai vu qu'on l'appelait Hurricane Fein, c'est ça, le nouveau patron de l'UAW, qui veut donc tordre le bras aux trois grands de Détroit. Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire là en ce début de semaine de l'état des lieux de la situation? Et est-ce qu'on peut trouver des intérêts ou en tout cas des gagnants dans cette grève, que ce soit dans le secteur automobile, sur le plan industriel, commercial ou sur le plan politique à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle? Alors, Grégoire, si la grève s'arrête la semaine prochaine, ça n'aura pas trop bouleversé le paysage commercial et industriel américain. Si, comme on le craint, cette grève dure plusieurs semaines, alors là, les choses vont se compliquer. Regardez la performance boursière de Toyota depuis 3 mois. Toyota a gagné 15%. Depuis 3 mois, General Motors a perdu 13%. Toyota, ne l'oublions pas, est le deuxième constructeur automobile américain. Derrière General Motors et devant Ford. Toyota, comme tous les autres constructeurs automobiles étrangers aux États-Unis, qui représentent à peu près 60% du marché maintenant, Toyota n'emploie personne qui soit membre du syndicat unique des ouvriers automobiles. Donc indiscutablement d'un point de vue commercial et en termes de stock, de capacité à vendre des véhicules à des Américains qui ont de l'argent pour en acheter, les constructeurs qui ne sont pas dépendants de la main-d'œuvre syndiquée sont probablement gagnants. Le plus grand, évidemment, c'est Tesla. Tesla qui n'emploie personne de UAW, qui se moque ouvertement de la perspective d'avoir employé des ouvriers de ce syndicat unique, et Tesla dont on estime le coût horaire moyen de la main-d'œuvre à $45, tout compris, c'est-à-dire salaire, assurance maladie, etc., qui se compare, ces $45, à $66 pour les ouvriers horaires des Big Three, General Motors, Détroit et Stellantis, qui a hérité de toutes les marques de Chrysler. De 66 à 45, même si les trois grands de Détroit acceptent d'augmenter de 20 à 25% leur salaire, il y aura une répercussion, bien entendu, sur les salaires des autres ouvriers qui ne sont pas syndiqués et qui travaillent pour des concurrents. Se fera-t-elle à cette hauteur-là? On ne sait pas. Mais Tesla dispose de deux énormes avantages dans cette affaire. Le premier, c'est que Tesla est capable de payer tous ses ouvriers en partie en stock options. Et Dieu sait s'il en volait de la valeur des stock options et des actions de Tesla, même si les choses sont parfois assez mouvementées. Sur le moyen terme, c'est quelque chose d'important quand on travaille pour Tesla. Ford, General Motors et Stellantis ne peuvent pas en dire autant. L'autre chose qui est fondamentale et qui est industrielle, c'est que Tesla a énormément d'avance sur les Big Three en matière de maîtrise de la production de véhicules électriques et que cette grève de UAW se déroule dans un contexte qui est fortement marqué par la transition très difficile de ces legacy manufacturers, de ces vieux de l'industrie automobile américaine qui essaient de se réinventer avec le véhicule électrique. On s'aperçoit qu'ils sont loin de pouvoir d'abord gagner de l'argent dans ce secteur. Ford va perdre cette année 4,5 milliards à essayer de fabriquer des véhicules électriques. Ils perdent de l'argent à chaque véhicule qu'ils vendent. Ça veut dire que plus ils en vendent, plus ils perdent de l'argent. Et ils ne prétendent pas pouvoir gagner d'argent avec leurs véhicules électriques avant 2026. General Motors, qui est moins transparent sur l'argent qu'elle perd sur ce secteur, ne promet pas de profit sur les véhicules électriques. Et UAW fait grève en partie parce que le syndicat est très inquiet de l'impact sur l'emploi à moyen et long terme de la transition électrique de l'automobile américaine. Il faut beaucoup moins d'ouvriers pour fabriquer un véhicule électrique. En outre, toutes ces nouvelles usines qui fabriquent des batteries en particulier et qui sortent comme des champignons un peu partout aux États-Unis n'emploient pas de personnel syndiqué, ce qui inquiète beaucoup ce syndicat.
Sur le plan politique, comment est-ce que cette grève est utilisée par le paysage politique au Congrès, à Washington, à la Maison-Blanche ? Alors, c'est un défi pour Joe Biden qui communique de manière de plus en plus subtile sur ce sujet, après avoir mis en avant l'importance de la préservation de contrats de travail pour les ouvriers syndiqués qui leur permettent d'assumer leur statut dans la classe moyenne. Le mot middle class est le mot qui est très cher au langage de Joe Biden, candidat à sa réélection. Joe Biden est très prudent parce qu'il sait que sa politique d'accélération de la transition énergétique pour faire émerger rapidement un secteur automobile électrique aux États-Unis est quelque chose qui ne plaît pas du tout à la base syndicale et à la main-d'œuvre dont le Parti démocrate a besoin pour gagner des élections. Et c'est sur ce thème-là que Donald Trump, qui pour le moment est son principal rival, a choisi de communiquer en disant « c'est les hystériques du climat de la Maison-Blanche qui sont en train de planter l'automobile américaine. Si vous avez des difficultés, si les grands constructeurs américains ne sont plus en mesure d'augmenter vos salaires, c'est qu'ils veulent utiliser l'essentiel de leurs profits pour lancer une filière tout à fait différente. » Et sur ce thème-là, il y a certainement des défections à craindre en termes électoraux des démocrates au profit des républicains, parce que l'urgence climatique est quelque chose qui est difficile à comprendre pour quelqu'un qui aime rouler avec des voitures de 8 cylindres. C'est comme ça, en Amérique, on aime ça. À propos de politique, Pierre-Yves, il faut qu'on parle donc de Hunter Biden, le fils cadet de Joe Biden, qui vient d'être inculpé jeudi dernier au niveau fédéral pour détention illégale d'armes à feu. Vous avez 3 minutes pour nous expliquer pourquoi il faut qu'on parle de Hunter Biden, Pierre-Yves. Ah ben, tout d'un coup, le New York Times, le Washington Post et CNN sont obligés d'en parler. Ça fait 2 ans qu'ils ne veulent pas en parler. C'est l'omerta. On ne veut pas parler de choses qui pourraient donner des arguments aux Trumpistes et aux adversaires de Joe Biden. Mais là, maintenant qu'il y a une inculpation sur quelque chose qui est très facile à comprendre pour le lecteur moyen, quand on a menti sur sa déclaration, quand on a caché le fait qu'on était un drogué pour acheter une arme, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire passer au public. Et surtout, ça revient sur tout le narratif qui avait été monté de toutes pièces par la campagne de Joe Biden à propos de son pauvre fils victime des circonstances. Alors, il faut rappeler que pour le moment, il n'y a aucun moyen de démontrer que les frasques et les trafics et les magouilles de Hunter Biden aient pu avoir la moindre influence sur la politique américaine. Et pourtant, Hunter Biden s'est considérablement enrichi en instrumentalisant son nom et en vendant à toutes sortes d'intérêts étrangers pour beaucoup d'argent son accès direct au vice-président des États-Unis, qui sous Obama s'appelait Joe Biden et qui maintenant est président des États-Unis. Et les républicains qui, naturellement, sont à la recherche de scandales pour essayer de compenser les scandales qui, quotidiennement, là encore, comme des champignons, sortent et viennent ternir l'image de Donald Trump, sont très contents d'entretenir toutes sortes de théories plus ou moins justifiées sur Hunter Biden. Ce qui risque d'arriver à Hunter Biden et qui pose un problème électoral à Joe Biden, c'est que de cette affaire de détention d'armes, on va maintenant bientôt parler d'une inculpation pour fraude fiscale. Fraude fiscale sur des montants qui sont importants, 4 400 000 $ de revenus, tirés de personnalités et de groupes étrangers, ukrainiens et chinois, pour des services qui ne sont pas clairement définis. Et comme par hasard, Hunter Biden a oublié. Il a oublié de déclarer ses revenus au fisc américain. Le fisc le sait, mène une enquête difficile depuis des années. Des donneurs d'alerte sont venus tirer la signal d'alarme et finalement, les choses sont en train de se préciser et deviennent extrêmement délicates pour Hunter Biden, qui, jusqu'à présent, ne riait pas Grégoire, a expliqué que c'est parce qu'il était drogué et qu'il consommait de la cocaïne toutes les 15 minutes qu'il a oublié de déclarer au fisc ses 4 400 000 $ de revenus venant de Chinois et d'Ukrainiens. Ce mode de défense ne tient plus debout aujourd'hui. Une inculpation risque d'intervenir dans les prochains mois, ce qui va animer davantage
cette campagne électorale qui oppose Donald Trump, pour le moment, assiégé lui-même d'inculpations diverses et variées, et Joe Biden qui continue de dire « Je ne savais rien des magouilles de mon fils, j'aime mon fils, je suis un bon père, laissez-moi tranquille ». Bon, ben voilà, la campagne est déjà bien lancée avant même d'avoir commencé. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi, vous le savez, en direct pour ce quart d'heure américain dans Smart Bourse, 17h45 si vous nous suivez sur Bismart TV via vos box, et à retrouver bien sûr en replay dans quelques heures à peine sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition de Smart Bourse aujourd'hui, on se retrouve demain à 17h en direct.